Notamment en 2023, j'ai réussi à tenir ce rythme de septembre à décembre et ça me rapportait un prospect qualifié par jour à peu près. Bien de faire un post à 100 000 vues, si ça m'a rapporté 0 rendez-vous, ça sert à rien. Enfin, ça fait du bien à l'ego, mais ça ne sert à rien. Nous, on essaie d'avoir un alignement d'intérêt sur les rémunérations. Et notamment, dès que quelqu'un a 1 million à placer sur le côté, en fait, les CGP, on n'est pas gestionnaire d'actifs. Donc en fait, aujourd'hui, un cabinet de CGP qui a envie de vraiment grossir très vite, mais sans trop se prendre la tête, il rachète d'autres cabinets. Salut Régis, bienvenue. Salut, merci. Bienvenue sur le podcast et la vidéo Next Gen Patrimoine. Je suis super content de te recevoir. Tu as une société qui s'appelle Result. Est-ce que tu peux te présenter et présenter ta société en 2 mots? Donc Result, on est un multifamily office spécialisé pour les dirigeants d'entreprise. Je crois qu'on doit en parler un peu plutôt à la fin du podcast. Bon parcours. Alors moi, c'est un peu particulier. Je ne suis pas né dans la gestion de patrimoine. Je n'ai pas du tout commencé par ça. Je me suis reconverti à l'âge de 33 ans. Moi, historiquement, j'ai un Master 2 en Supply Chain Management. Donc, c'est de la logistique que j'ai fait à Paris-Dauphine. Et je me suis retrouvé dans les télécoms. Et en fait, le problème que j'ai eu, c'est que je n'ai pas du tout choisi mon métier par conviction, en fait. Moi, j'ai été diplômé en 2006. Et à cette époque-là, on nous disait que si on n'avait pas de bac+5, on allait finir au chômage. Mais il n'y avait pas vraiment d'aide pour essayer de trouver notre voie, en fait. Donc, j'ai un peu choisi ça par hasard. Je me suis retrouvé dans les télécoms. J'ai fait un stage chez Bouygues Télécom. J'ai adoré d'ailleurs. Ça a été une très très belle expérience. Et ensuite, j'ai fini chez Télé2. Alors, ça n'existe plus aujourd'hui en France, mais c'est encore un groupe européen, il me semble. Télé2, c'était génial. C'était une ambiance, ça faisait un peu start-up. Franchement, c'était top. Et ensuite, Télé2 s'est fait racheter par SFR. Donc, c'était encore l'âge d'or des télécoms à ce moment-là. Mais bon, je m'ennuyais un peu en fait. Je m'ennuyais un peu. Du coup, quand on s'ennuie, on n'est pas vraiment un bourreau de travail. Enfin, j'aimais pas ce que je faisais, mais je ne savais pas quoi faire. Et en 2013, il y a eu un premier plan de départ volontaire chez SFR. Traduction, on m'a donné du pognon pour que je m'en aille. Alors en plus, on me donnait de l'argent même si je n'avais pas trouvé de job. Bon, j'ai trouvé assez rapidement, parce que quand on ne sait pas quoi faire et qu'on veut augmenter un peu son salaire, on devient consultant dans une SS2I. Ça s'appelle le ESN maintenant. C'était aussi une expérience sympa, mais je me faisais désolé le terme, je me faisais encore plus chier, mais avec un meilleur salaire. Mais je me suis dit, non, si je dois changer de vie, c'est maintenant. C'est juste que je ne savais pas quoi faire. Mais en touchant de l'argent de ce plan de départ volontaire, du coup, je suis allé voir, j'ai eu un conseiller en patrimoine. Et à force de discuter, alors quelqu'un d'assez brillant pour le coup, et je me suis dit, mais en fait, ça a l'air sympa, c'est peut-être ça qu'il faudrait que je fasse, parce que j'ai toujours été passionné par le monde de l'investissement ou autre. Et en fait, suite à ça, j'ai donné ma démission et j'ai réussi à me faire embaucher dans une banque privée qui s'appelle UFF, qui était la seule société qui pourrait m'embaucher quelqu'un sans expérience. Pourquoi? Parce que c'est quand même une entreprise qui savent former des collaborateurs, que ce soit commercialement, mais également techniquement parlant. Et ils préféraient en fait prendre, à l'époque en tout cas, prendre des gens qui avaient peut-être pas le background, mais justement il y avait tout à faire. Ils n'étaient pas pollués par d'anciennes formations et surtout qu'il y avait un réseau, un réseau de cadres supérieurs. Donc ça vaut le coup d'investir sur ce type de personnes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette société et j'y suis resté jusqu'en 2020. J'ai décidé de partir pour plusieurs raisons, notamment parce que les nouveaux contrats de travail ne me convenaient pas. Voilà, donc j'en suis parti. Alors, pour la petite histoire assez marrante quand même, pour te dire c'est une anecdote qui est vraie, j'ai vraiment pas de chance dans la vie. Parfois, c'est que j'ai annoncé à l'oral la démission le vendredi 13 mars 2020. Que s'est-il passé le lundi 16 mars? Confinement. Donc la personne qui à la base devait m'embaucher après l'UFF m'a dit le lundi 16, j'espère que t'as pas donné ta dème parce que je vais pas t'embaucher. Alors je l'avais annoncé à l'oral, mais je l'avais pas envoyé, donc j'ai dit finalement je ne démissionne pas, sauf que je me suis retrouvé, c'est un peu normal, dans une sorte de placard. La seule bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que fallait quand même gérer les clients pendant ce temps-là, pendant le Covid. Moi, le Covid, c'est assez bien passé parce qu'en fait, ça faisait 2-3 ans que j'avais pas mal arbitré, sécurisé les plus-values de mes clients, et je leur ai dit le jour où ça se casse la figure, faut y aller. Par contre, je ne savais pas quand. Personne ne peut le savoir d'ailleurs. Bon, c'est arrivé pendant le Covid. Donc là où tout le monde faisait moins 40, moi, mes clients, globalement, ils avaient du moins 7. Mais faire moins 7 quand tout le monde fait moins 40, ils sont plutôt contents. Très Donc bonne nouvelle. ils m'ont appelé, ils m'ont dit chouette, quand est-ce qu'on y va? Donc la seule question qu'on a eue, c'est est-ce qu'on attend que ça se casse la figure ou pas? Et bien entendu, même ça, on ne le sait pas. Donc on a arbitré. Grand coup de chance, ça a remonté juste après. Suite à ça, la personne qui finalement ne m'avait pas embauché en mars
décide de me rembaucher au mois de novembre. J'y vais et je tiens 2 mois. Au bout de 2 mois, je décide de partir. Voilà, on a eu des divergences de point de vue avec le dirigeant qui est très bon en soi, hein, mais notamment sur l'acquisition client. Parce que le constat, c'est que c'est une personne qui est restée dans l'ancien modèle d'acquisition client qui ne fonctionne plus aujourd'hui. C'est quoi pour toi l'ancien modèle? L'ancien modèle, c'est on va démarcher les gens, on donne de la recommandation. Voilà. Déjà en 2015, ça marchait de moins en moins. Alors en 2020, c'est même terminé. Parce que les gens en ont marre de se faire démarcher, mais surtout les gens ont accès de plus en plus à l'information. Donc en 2015, si on avait beaucoup de rendez-vous, après il fallait signer. C'est là où c'était plus compliqué. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'avoir des rendez-vous. Donc il fallait trouver de nouvelles méthodes. Mais pour avoir de nouvelles méthodes, il faut avoir les mains libres pour le faire. Donc à partir du moment où je suis dans une société qui ne me donne pas forcément ces mains libres, mais je pense qu'aussi au fond de moi, je voulais plus, je pense que je suis immanageable. Je voulais plus avoir quelqu'un au-dessus de moi. Parce que l'enjeu dans ce cabinet, c'était que si ça marche bien, je pouvais le racheter, puisque le dirigeant allait repartir en retraite. C'est quand même un cabinet qui gérait plus de 100 millions d'actifs. Mais bon, je voulais pas, je le sentais plus en fait. Je pense qu'il fallait que je crée ma structure. Alors, c'était retardé parce que j'ai fait un Covid un peu violent. Voilà, donc j'ai créé ma structure mi-2021, mais j'ai vraiment été prêt à partir de 2022. Donc c'était vraiment un sujet d'émancipation. Il n'y avait pas de sujet de salaire ou de. C'était. Tu avais une vision pour faire une société qui te correspondait. Et ce qu'on te proposait à ce moment-là, ça ne marchait pas. Oui, et inconsciemment, mais je l'ai réalisé après. Aujourd'hui, le marché se concentre principalement sur le particulier. Sauf que pour moi, c'est sur ce marché-là où on est en perte totale. On a de plus en plus de concurrents. Les gens ont de moins en moins besoin de nous. C'est une réalité. Et les marges diminuent. Et pourtant, il y a de plus en plus de CIF. Alors, moi, je dirais qu'il y a de plus en plus de CGP. Après, que ce soit CIF, courtier en assurance, pour moi, c'est on a les chiffres, pour le coup, on a les chiffres. Et en 2020 et 2025, il y a eu plus 20% de CIF. Il y a eu plus 20% de CIF. Et côté courtier en assurance, ça donne quoi? Parce que c'est plus dur d'être CIF que d'être courtier en assurance. Je crois que ça stagne. D'accord. C'est étonnant parce que la réglementation CIF étant beaucoup plus exigeante, il y a des gens qui sont assez fous pour devenir un CIF. Maintenant, en général, quand on s'installe en tant que CGP, il vaut mieux tout avoir. Nous, on a tout, on a absolument tout. On est courtier en assurance, on est CIF, on est COBSP. On fait pas de courtage en crédit directement, mais pour pouvoir conseiller sur le crédit, il faut quand même avoir des formations. Mais ça, c'est par mes diplômes. J'ai ce qu'on appelle la CJA, la compétence juridique appropriée. Et donc, tous ces diplômes que tu as eus à l'OREP? Oui, exactement. J'en ai fait 4 d'affilée. C'est à quel moment que tu vas à l'OREP pour la première fois? C'est pendant le Covid. Parce qu'en fait, je voulais, par mon ancienne société, notamment l'UFF, aller à l'OREP, mais comme c'est eux qui le payaient, ou même s'ils ne le payaient pas, ils voulaient quand même parce que la personne va quand même mobiliser du temps pour y aller, ils ne le donnaient pas à tout le monde. Donc si ça ne tenait qu'à moi, je l'aurais fait plus tôt, mais je n'ai pas pu. Et ça a été, l'OREP, alors ça a été un grand moment, puisque tous les cours, sauf les révisions et l'examen, on a dû le faire à distance à cause du Covid. Ah oui, donc tu as eu un OREP particulier quand même. Voilà, le premier en tout cas a été assez particulier. Ensuite, alors c'est pas qu'une formation, c'est qu'à la fin, il y a un examen à passer. Un examen de 4 heures. D'ailleurs, dans le premier diplôme, c'est 2 examens. Il y a un QCM et ensuite un examen. Il faut aller à Clermont-Ferrand. Les cours sont dispensés à Paris, il faut aller à Clermont-Ferrand. Donc bon, ça a bien marché parce que j'ai fini major de ma promotion sur ce diplôme-là. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment de mérite parce qu'il y avait une grosse partie des cours que je connaissais déjà très bien grâce à mon ancienne formation que j'avais en banque privée. Parce qu'en fait, je suis tombé... Alors c'est ça qui est étonnant dans ce métier, c'est que ce qui m'avait attiré, c'était l'investissement immobilier et la bourse. Et finalement, ce que j'adore de plus en plus dans mon métier, c'est plutôt l'aspect juridique. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est ce qui a commencé à me faire monter en compétence et avoir des clients, c'est le droit civil. Et pourquoi? Parce qu'en fait, je me rappelle quand je suis arrivé à l'UFF, je ne connaissais rien et j'avais un super directeur d'agence à l'époque, franchement c'était top. Il se reconnaîtra si jamais il m'écoute. J'espère. Benjamin. Et le vendredi, c'était la réunion avec les petits nouveaux. Donc on était avec lui, on lui donnait il nous aidait sur les cas clients, qu'est-ce qu'on faisait ou autre. Et une fois, il n'a pas pu être là. Et là, il y avait un CGP qui est venu pour faire la réunion à sa place, qui s'appelle Francis, que j'adore aussi, c'est le beau-père d'un de mes amis, il est top. Et il m'a dit cette phrase, il m'a dit « Je fais tout mon business par le civil ». Moi, arrivant, je fais « De quoi il me parle ?»
Et en fait, il explique qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Enfin, le droit civil, c'est la colonne vertébrale de la gestion de patrimoine. D'ailleurs, quand tu fais un diplôme à l'OREP, la moitié des cours, c'est du droit civil. Et je voulais comprendre pourquoi. Et en fait, je me suis aperçu qu'en fait, notre métier, c'est beaucoup plus que l'investissement, c'est beaucoup de juridique. Et je suis tombé là-dedans par hasard, alors que moi, je suis plutôt amateur. Mais j'ai été assez à l'aise avec le droit civil. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment maîtriser le droit dans ce métier. Et c'est comme ça que je suis un peu tombé dedans. En fait, j'ai voulu copier les meilleurs, en fait, ceux qui avaient les meilleures performances. Voilà. Et après, l'autre constat que j'ai fait, c'est que donc les particuliers ont de moins en moins besoin de nous. Là où est l'argent, c'est quand même les dirigeants d'entreprise. Bah, ça tombe bien, c'est une cible qui est de manière générale assez mal adressée. Pas qu'en gestion de patrimoine d'ailleurs. Et on s'est basé sur une étude de la BPI de 2016 qui explique très clairement cela, ou qui s'intitule La solitude des dirigeants. Donc il y a des dirigeants qui se sentent entourés, mais qui se sentent quand même seuls. C'est quand même étrange. Et en fait, on s'aperçoit que les dirigeants, leur problématique, et c'est ce qu'on adresse dans notre métier aujourd'hui, c'est qu'ils sont entourés de plein de monde, très compétents, hein, avocats, notaires, experts comptables, mais ils sont hyper spécialisés dans une matière et ils interviennent à un instant T. Personne ne leur apporte en fait cette espèce de vue de dessus, cette vision globale. Vision globale, voilà. Et personne, ils se posent jamais pour faire cette stratégie. Et surtout, ils interviennent à un instant T et pas en essayant comment dirais-je, de se positionner dans le temps. Le problème, il est là. Et une fois qu'on a ça, après, il faut tous les coordonner. Hein. Bien sûr. Parce que quand un dirigeant a un projet avec un expert comptable, 2 avocats, un notaire, il faut coordonner les 4. Et c'est des métiers où ils n'ont pas l'habitude de travailler en mode projet. Là, du coup, j'ai apporté ce que j'ai appris dans mon ancienne vie, dans les télécoms, puisque j'étais chef de projet. Ça me permet. Alors pour moi, ça me paraît évident de le faire, mais dans ces métiers-là, c'est pas forcément ce qu'on leur apprend. Parce que ce qui se passe, c'est que c'est le dirigeant qui doit coordonner tout ça. Si jamais l'expert comptable ou l'avocat ne peuvent pas se blairer, ça peut arriver parfois, du coup, ils ne communiquent pas entre eux, ils dérangent le client. Des fois, tu as des doubles facturations, alors que ils facturent la même chose, alors que ça ne devrait pas être normal. Du coup, nous, notre rôle, c'est de dire, voilà, voici les rôles de chacun, voici qui facture quoi, comment on se coordonne, et surtout, on fait gagner du temps et de la charge mentale au dirigeant ou à la dirigeante. C'est ça notre rôle. Et surtout, on n'est pas arrivé jusque là tout à l'heure, mais on y vient maintenant. Toi, tu parles à des entrepreneurs, mais tu es devenu entrepreneur également en montant Oui. ton cabinet. Voilà, c'est exactement. Donc, en tant qu'entrepreneur, je dois me poser des questions sur, réglementaire, évidemment, mais toute la partie marketing. Donc, ce n'est pas mon métier, pourtant, à la base. C'est pas ton métier, mais c'est là où je t'ai repéré, où j'ai trouvé Ouais. que ce que tu faisais était excellent, innovant. En tout cas, ça sort du carcan habituel de l'acquisition client chez les CGP. Peut-être tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place dans ton cabinet dès que tu l'as lancé. Alors déjà, je vais l'annoncer tout de suite. Au début, j'avais des résultats pourris. Mais vraiment, j'avais des résultats pourris comme tout le monde. Je ne connaissais rien au marketing, ni au personal branding, au copywriting, mais rien de tout ça. Je me suis dit, bon, je vais peut-être tester par LinkedIn ou autre. Je suis passé un moment de... Bon, là, je suis à 27 000 abonnés, là, aujourd'hui, enfin 27 017 abonnés, le jour où je te parle. Mais si j'avais vraiment été beaucoup plus sérieux en 2024 en termes de publication, je serais au moins à 40-50 000 aujourd'hui. Là, je suis de nouveau sérieux, je publie une fois par jour, samedi, dimanche compris. Ce qui n'était pas le cas quand tu as commencé, c'est ça? Non, mais j'arrivais à faire 3 fois par semaine. Et à un moment, j'ai réussi à tenir un rythme de 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Notamment en 2023, j'ai réussi à tenir ce rythme de septembre à décembre. Et ça me rapportait un prospect qualifié par jour à peu près, en moyenne. Donc ça, vraiment, ça fonctionne. Je suis passé par personne. Alors, j'ai testé des gens pour m'aider. J'ai toujours eu des résultats proches de zéro aussi. Et encore, je pense que donc là, on parle bien d'écrire des posts sur LinkedIn. Exactement. Parce que c'est pour ça donc en fait, au bout d'un moment, j'ai testé. J'ai écrit des choses ou autres. Je faisais 1000 vues. Quand j'étais à 2000, j'étais super content. Et un jour, j'ai écrit un post. Je suis passé de 1500 vues, j'ai fait 200 000 vues. Je fais, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, j'ai écrit un post, alors, ça paraît tout bête, hein. Je me rappelle encore du post. Entre guillemets, je mettais il faut se mettre en SAS et se verser des dividendes parce que les dividendes de SAS, ça ne coûte que 30%. Je mettais ça entre guillemets. Je dis oui, sauf que faut pas oublier qu'il y a l'IS à payer avant. Donc si on a un résultat de 100, on paye 25 d'IS, il reste 75, on enlève la fat tax, il reste 52,5%. Donc ça veut dire que l'efficacité d'un dividende de SAS, c'est 47,5. Il n'y a rien de très sorcier. J'ai fait 300 000 vues. Ou 200 000, je sais plus, quelque chose comme ça. Pour moi, c'était énorme. C'est 1 million, tu m'aurais dit 1 million, c'était pareil. Ouais, bien sûr. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Soit j'ai eu un coup de bol de l'algorithme, soit c'est la thématique qui plaît. C'était le deuxième scénario, en fait.
Alors, je m'étais spécialisé là-dessus, hein, sur la rémunération du dirigeant. Je ne connaissais rien en social il y a encore 10 ans, mais j'ai eu des super. Voilà, je suis tombé aussi un peu dedans par hasard et je me suis dit qu'il y avait un business énorme à faire là-dessus. Par contre, je me suis formé pendant des années. J'ai créé mon propre simulateur. Enfin, j'ai mis les mains dans le cambouis, Ouais. hein, pour maîtriser ça vraiment à la perfection. Et enfin, la perfection, c'est peut-être un peu exagéré. Et je me suis dit, cette thématique plaît. Donc, j'y suis allé à fond, en fait. Et j'ai refait une deuxième fois sur cette thématique. À chaque fois, je générais plein de vues. Alors, c'est à l'époque aussi où je pense que c'était plus facile de faire des abonnés rapidement sur LinkedIn. C'est un peu. Ça, Il y a eu un changement sur les époques, mais voilà. tu Mais là, vois, ça revient. Là, ça revient. en ce moment, je vois aussi, moi, je les appelle les météores, je Mm. vois aussi beaucoup de personnes qui n'existaient pas Oui. il y a 6 mois sur les réseaux, Oui. qui se sont mis à poster régulièrement et Oui. qui aujourd'hui ont un nombre d'abonnés assez important. Alors oui, Exactement. toi, tu as bénéficié aussi d'un effet, d'un effet de réseau assez important Mm. où à ce moment-là, c'était à la mode d'aller dessus, etc. Mm. Mais je pense que ce qui est important sur ton histoire, en tout cas le début de ce que tu es en train de nous raconter, c'est que tu as écrit et tu as persévéré jusqu'à trouver un sujet. Et toi, j'ai l'impression que ce que tu essayes de nous dire, c'est une de mes plus grosses convictions sur LinkedIn, c'est qu'en fait, le post, on peut l'écrire un peu n'importe comment. C'est vraiment le sujet de fond qui est intéressant et c'est partager une expertise, c'est partager une expérience qui va faire qu'un post, il marche ou pas. Alors, il y a ça aussi, mais il faut partager quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est mon exemple que je redis dans toutes les vidéos et sur mon post LinkedIn. Le post SCI à l'IR ou SCI à l'IS, bon, c'est bon, on commence de le connaître. On commence de connaître On commence à le connaître ou alors il faut l'amener sous un angle un peu différent. Voilà, Mais exactement. par exemple, alors là, j'en vois partout des CGP. Alors j'ai l'impression qu'il y en a trop, mais je pense que c'est mon fil LinkedIn qui m'en apporte beaucoup. Mais à une époque, on était assez peu à prendre la parole. On était quelques-uns. Alors, j'étais le seul à parler de la rémunération du dirigeant, voire même du dirigeant en règle générale. Bon, comme les gens ont vu que c'était à la mode, la rémunération du dirigeant, je commence à avoir des gens qui en parlent. Bon, l'avantage, c'est que pour la plupart, ça se voit qu'ils ne le maîtrisent pas à 100%. Donc, du coup, moi, ça me donne l'occasion de mettre un commentaire pour dire je ne suis pas d'accord. Alors, je reste toujours courtois, poli, professionnel. Et les commentaires génèrent des leads aussi. Maintenant, la seule chose sur laquelle il faut faire attention sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle les vanity métriques. C'est bien de faire un post à 100 000 vues. Si ça m'a rapporté 0 rendez-vous, ça ne sert à rien. Enfin, ça fait du bien à l'ego, mais ça ne sert à rien. J'ai déjà fait des posts qui me rapportent 200 000 vues, 0 rendez-vous. J'ai fait un post à 2000 vues, j'ai en eu 3. Moi, c'est la seule chose que je regarde. Bon, évidemment, plus tu as d'abonnés, plus tu as de rendez-vous. Et moi, j'avais remarqué à l'époque qu'à partir de 10 000 abonnés, il commençait à se passer quelque chose. Ouais, j'ai remarqué aussi. Voilà. À partir de 10 000, il se passe quelque chose. Ouais. Et sur les posts que tu as fait, donc toi, tu en as beaucoup écrit, tu as fait une pause, et là, tu décides de revenir de manière un peu plus pro, j'ai l'impression, de ce que tu me disais. Non, j'étais pro avant aussi. Ouais. Non, j'essaie de Dans la création de contenu, oui, hein, pas dans ton de métier. l'industrialiser parce qu'en fait, c'est pas écrire c'est pas écrire un post LinkedIn qui est compliqué. Je pense maintenant il faut systématiquement qu'il y ait une infographie ou une image pour capter l'attention. Je pense qu'en fait c'est ça qui est long parce que moi la thématique j'écris un peu comme je parle. Hein, bon, T'as mis des photos de ta tête sur LinkedIn? jamais. Je n'y arrive pas. Si, une fois, j'ai fait un post perso en 5 ans. C'est pour raconter l'histoire. En fait, c'est parce que j'ai pas trop publié en 2024 parce qu'on a eu un petit bébé, mon fils Lino, mais les médecins ont dû déclencher l'accouchement à 7 mois. Donc il est né prématuré parce que ma femme a fait une grosse complication de grossesse. Donc bon, j'avais pas la tête à ça. Et alors je m'étais dit en septembre, mais c'est la seule fois où j'avais envie de parler de moi. J'ai fait une photo de moi avec le petit sur les épaules en expliquant. Et aussi, j'avais besoin de le dire en fait. Parce que je trouvais que ma femme avait eu un courage incroyable. Je voulais aussi dire, parce qu'on tape beaucoup sur les hôpitaux, sauf que là, la prise en charge qu'on a eue à Port-Royal à Paris était extraordinaire. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, des fois en France, on a quand même de la chance aussi. Tu as voulu utiliser Ouais. la tribune que tu avais aussi pour dire quelque chose. Ouais, mais j'avais aussi besoin, et c'était une sorte, voilà, c'était un hommage à ma femme aussi, enfin un hommage. Voilà, j'avais besoin de le dire. Mais c'est la première fois que j'ai ressenti le besoin de parler de moi. Je ne parle quasiment jamais de moi. Alors, peut-être à tort. Hein, des fois, je me fais coacher sur du personal branding. Je me fais régulièrement engueuler là-dessus, mais j'ai encore du mal. Non, mais c'est intéressant parce que ça permet d'aller à l'encontre de certains préjugés. Tu vois, moi, j'ai posté pendant 3 ans sans mettre ma tête une seule fois. Ouais. Puis là, cette année, moi, j'ai décidé que en fait, ça me plaisait. Je suis passé outre mes premiers préjugés. Mais j'ai envie que ce soit un message qu'on porte, c'est-à-dire qu'il faut faire du contenu qui nous ressemble et comme on a envie de le faire. Oui. Et c'est-à-dire que si vous n'avez pas envie de montrer votre tête, il y a plein de façons d'écrire du contenu, de montrer votre expérience, de créer de la confiance sans montrer votre tête, en écrivant tout simplement sur LinkedIn. Alors, il y en a qui font de l'Instagram, il y en a qui font du YouTube. LinkedIn, parfois, ça peut servir. Et je vais même aller plus loin, c'est que tu parlais de ta conviction qu'il faut
une photo, une infographie, une image à chaque fois. Moi, en ce moment, j'ai le truc qui m'amuse, c'est de faire des posts à l'ancienne avec juste une accroche très forte, sans image, et de voir si je state encore. Et je peux le dire très simplement, ça marche encore. Il n'y a pas besoin d'artifice. Il faut de l'expertise, il faut un bon hook, il faut une bonne façon d'aller chercher les sujets pour faire du bon contenu sur LinkedIn. Alors, je suis d'accord avec toi. L'infographie me sert aussi à autre chose, c'est que je donne de l'information technique. Ouais. Donc, je mets l'information technique dans l'infographie. Par contre, le post ne vise pas à répéter ce que j'ai mis dans l'infographie. Ok. Donc, ça me permet de dire autre chose. En fait, ça me permet finalement d'en écrire 2 fois plus. Ouais, bien sûr. Par contre, sur LinkedIn et sur tous les réseaux sociaux, c'est moche ce que je vais te dire, mais c'est la réalité. Mais la quantité prime sur la qualité. Vraiment. Je ne suis pas sûr que ce soit encore vrai, Ah, mais ça a été vrai longtemps. Si tu fais des super posts, mais que tu n'en écris que un par mois, ça ne sert à rien. Je vois beaucoup de gens se dire, mais si je fais un post et que j'ai aucune vue, tout le monde va se foutre de moi. Bah, si tu n'as pas de vue, personne va se foutre de toi, puisque personne t'a vu, par définition. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors, par contre, oui, il y a des trolls. Hein. De toute façon, je me fais de temps en temps troller. C'est rare que je sois obligé de bloquer, mais je l'ai encore fait il y a 2 semaines. Là. Des gens qui veulent te nuire, quoi qu'il arrive. Ouais. Souvent des confrères. Et Très souvent des moi, confrères. je me permets de t'interrompre parce que j'ai envie de dire, n'oubliez pas que sur LinkedIn, si c'est votre outil de travail, alors si c'est pas votre outil de travail, si vous le faites pour le fun, enfin vous faites ce que vous voulez, mais si c'est votre outil de travail, moi en tout cas, je laisse pas les gens me nuire dans ma propre maison, quoi. C'est-à-dire sur ma propre page, et j'ai un barème assez simple, c'est-à-dire que tant qu'il me combat sur les idées en m'expliquant que ce que je dis, c'est pas correct parce que X, Y, bon, je laisse. Peu importe si j'avais raison ou pas à la base. Et dès que ça attaque sur la personne, bah, je bloque. Voilà, moi, c'est Oui, je suis d'accord. j'ai trouvé ce truc-là sur t'es bête, t'as mal lu, etc. Pff, c'est pas ma guerre de débattre avec des inconnus sur Internet. Quoi. Bah, moi, ceux qui viennent me voir pour me combattre sur la technicité de mes posts, il faut quand même qu'ils s'accrochent. Alors, pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, pas du tout. C'est parce que quand je publie quelque chose, c'est que j'ai vraiment lu et poncé le sujet pendant un petit moment. Alors, je peux parfois, il y a toujours la petite exception ou autre, où je peux être repris ou complété. Notamment, ça se passe très bien avec les avocats qui, des fois, complètent les choses. Mais il faut quand même y aller. Je ne publie jamais sur des choses que je ne maîtrise pas. Parce qu'en plus, je comprends pas pourquoi les gens le font. Parce que je publie sur quelque chose que je maîtrise à moitié. Très bien, j'ai un rendez-vous. La personne prend rendez-vous pour me demander une mission par rapport à ça. Je le maîtrise à moitié, donc la mission, je ne vais pas la faire. Donc du coup, ça veut dire que je vais alimenter les avocats, avec qui je m'entends très très bien, mais c'est quand même eux qui vont faire le business derrière. Donc c'est un peu bête. Voilà, je trouve ça un peu bête. Et contre-productif. Non, l'important, c'est... Pour moi, il y a une règle, c'est est-ce que ce que j'écris apporte de la valeur. C'est ça, hein, la seule unique règle. Enfin, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est qu'il faut vraiment se positionner et se spécialiser. Moi, les rares confrères CGP avec qui je discute, qui sont sur le particulier, je leur dis, si vous voulez rester sur le particulier, spécialisez-vous. C'est comme les avocats fiscalistes. Tu vois, avocat fiscaliste sur LinkedIn, tu en as combien? Tu en as 5 000, 4 000, 6 000. Tu sais pas lequel choisir. Mais il y a un cabinet d'avocats, je trouve leur positionnement très bon. Ils ne parlent que des problématiques de TVA. Je suis persuadé qu'ils raflent toutes les problématiques de TVA sur LinkedIn. Et une fois qu'ils ont le rendez-vous, ils vont parler d'autre chose. Mais quand on pense à TVA, on va penser à eux, forcément. Et je dois être le seul, un des rares, en tout cas, alors l'afficher, il y en a d'autres où c'est le cas, mais à l'afficher publiquement comme ça, dire que je ne fais que du dirigeant entreprise. Certains me disent, mais si je fais que du dirigeant, les particuliers ne viendront pas voir, c'est pas grave. C'est marrant ce que tu exprimes, c'est le cœur de la formation, un gros formateur LinkedIn qui s'appelle Justin Welch, qui dit cherchez votre monopole personnel. Et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est soyez vous-même, trouvez l'endroit où vous êtes les meilleurs à l'intersection de qui vous êtes, ce que vous savez faire, et trouver ce sujet. C'est ce qu'explique aussi le livre d'Alex Hormozy, L'offre à 100 millions de dollars, que j'invite tous les CGP à lire, parce que ça permet de se positionner, à créer une offre irrésistible. Bon, après, c'est très américain, mais il y a beaucoup de bon sens dans ce livre, et il doit être utilisé. Mais j'ai vu des cabinets de CGP, et certains ne font que de la retraite, mais quand je dis ils font de la retraite, c'est qu'ils font les bilans retraite, ils règlent le social, et j'ai même eu un de mes formateurs, son cabinet, il ne fait que des personnes protégées. Okay. Donc tutelle, enfin, les mineurs et les majeurs, protégés sous tutelle. Alors moi je trouve ça chiant à mourir, mais je suis sûr qu'il embarque tout le monde là-dessus. Tout à l'heure tu disais, parfois j'ai l'impression qu'il y a trop de CGP sur LinkedIn. Tu penses qu'il y a encore de la place pour se lancer? C'est une question un peu compliquée. Alors, le vrai problème, déjà, c'est qu'il n'y a pas assez de barrières à l'entrée pour devenir CGP. Alors, je ne vais pas non plus cracher dessus parce que je n'ai pas eu cette barrière à l'entrée.
Parce qu'aujourd'hui, pour être officiellement CGP, même si tu n'y connais rien, tu fais 60 heures de formation. D'ailleurs, même moi, pour être courtier en assurance, j'ai même pas eu besoin de faire 60 heures de formation en Tu soi. avais une équivalence en J'avais une master. équivalence grâce à mon diplôme en supply chain management qui n'a strictement rien à voir avec l'assurance. Pour autant, c'est pas parce qu'on peut avoir l'équivalence qu'on ne doit pas se former derrière. J'avais aucune obligation de passer 4 diplômes, je les ai passés quand même. Parce qu'au bout d'un moment, si je veux gérer la clientèle que je gère aujourd'hui, il faut avoir les compétences. Donc, j'ai pas répondu à ta question. Est-ce qu'il y a de la place aujourd'hui pour. Je suis un CGP. Est-ce qu'il y a de la place pour me lancer sur LinkedIn? Est-ce que je vais apporter quelque chose au monde si je me lance à faire du contenu sur Si c'est LinkedIn? pour parler d'assurance vie des CPI, je pense que. Alors, sauf si, par exemple, la personne dit bah, moi, ma spécialité, ce sont les expatriés français à Monaco. Tu vois, je suis très, très. Là, tu peux, là ton produit est pas. Ton service n'est peut-être pas niché. Par contre, ta clientèle l'est. Voilà. Ok, donc, pour toi, toute la stratégie, elle doit tenir dans une stratégie de niche, de petit monopole personnel, où c'est comme ça qu'on va chercher Oui, bah, de toute façon, je pense que plus on est niché, plus on gagne sa vie d'ailleurs. Parce que on a qui les CGP, ils ont qui comme concurrent? Parce que moi, en plus, pour moi, je n'estime même plus être un concurrent des CGP, parce qu'en tant que family officer, maintenant, on prend vraiment des gens. Voilà, on est en train quasiment officiellement de passer là-dessus, mais en dessous d'1 million d'euros, on ne prend plus. Quasiment, sauf exception. Bon. Mais. Aujourd'hui, qui sont les concurrents aujourd'hui? Bah, déjà les banques. Ouais. C'est la seule bonne nouvelle, c'est que l'argent est encore. Enfin, le marché est tenu encore 90% par des banques. Il y a les banques, il y a ensuite les cabinets de CGP, il y a les family officers, mais il y a aussi les plateformes en ligne, hein, mine de rien. Et il y a les influenceurs. Ça reste, ça reste une concurrence. Et dans une moindre mesure, on commence à avoir les experts comptables qui s'y mettent aussi, parfois les avocats. Donc il y a quand même pas mal de concurrence, mais sur un gâteau de plus en plus faible et on marche de moins en moins, qui est donc pour moi le secteur du particulier. Donc si on veut pouvoir y aller, il faut vraiment se nicher quelque part. Si on est trop généraliste, de toute façon, regarde, les médecins, ce sont les spécialistes qui gagnent mieux leur vie, c'est pas les généralistes. Ouais. Tu disais que tu visais des patrimoines de plus en plus hauts, en tout cas en liquidité. Est-ce que à LinkedIn, tu as déjà eu des contacts avec des clients potentiels qui ont plusieurs millions de cash à placer et qui arrivent par LinkedIn? Bah oui. Mais oui, c'est ça qui est incroyable. J'ai eu le record, là, j'ai eu quelqu'un avec une holding à 100 millions d'euros. Et qui arrivent parce que tu as fait un post voilà, parce que j'ai abordé un sujet que les autres n'ont pas abordé. Okay. C'est pas le sujet investissement. Parce que tout le monde leur parle d'investissement. Ils sont harcelés tous les jours là-dessus. Moi, j'ai abordé des sujets. À 100 millions d'euros, ils se posaient encore la question de savoir comment optimiser sa rémunération. Je me suis dit, à 100 millions d'euros, on doit s'en foutre. Bah non, voilà, ça l'intéressait. Oui, j'ai des boîtes à 30 millions. Enfin, c'est assez incroyable, en fait. De toute façon, c'est là qu'ils sont, hein. Tout le monde a un réseau social, plus ou moins. En général, ceux qui ont vraiment du patrimoine et dirigeants, ils sont plutôt sur LinkedIn, parce que c'est un des rares réseaux B2B aujourd'hui. Tu fais les autres réseaux? Non, j'ai pas le temps. Alors, j'ai été Facebook dès le démarrage. Instagram, j'y suis pas du tout allé. Le seule fois où une fois j'ai voulu me connecter sur Instagram, mon fil, j'ai eu sans notif en quelques secondes. Je suis oula, j'ai cru que j'allais mourir. Donc, je sais pas encore trop l'utiliser et je peux pas être partout. Je suis un peu tombé. Alors, pourtant, c'est censé être un réseau social pour ado attardé. Enfin, j'exagère. Je suis beaucoup sur TikTok. Non, alors, on n'est plus en 2022 maintenant. TikTok, voilà. C'est pour tout le monde. Mais voilà, on réfléchit. Après, je sais pas si ma clientèle est sur TikTok, mais on réfléchit à voir s'il n'y a pas peut-être un truc à faire sur TikTok. On ne sait jamais. Voilà. Bon, tu pourras utiliser des clips de cette interview déjà pour commencer. Non, mais LinkedIn, c'est plutôt pas mal là-dessus. Et donc, tout à l'heure, tu nous donnais des chiffres, un peu 1 litre par jour. Donc là, de ce que je comprends et de nos échanges qu'on a eu avant, aujourd'hui, 100% de tes clients, ils sont venus par LinkedIn. Alors, j'ai quand même du bouche à oreille naturel. Ouais. J'ai aussi, j'envoie quand même beaucoup de dossiers aux avocats, aux notaires. Et les avocats nous en ramènent quand même pas mal, et des fois des très très bons deals. Hein. On nous a quelqu'un qui a vendu qui était dans la grande distribution, qui a vendu ses supermarchés. Il a quand même 14 millions à placer. Donc, mais parce que j'ai aussi envoyé des choses aux avocats, ils ont vu qu'on faisait des choses plutôt pas mal, et on travaillait bien avec eux. Donc l'interprofessionnalité, ça marche, mais je suis pas sûr que c'est avec ça qu'on va scaler, en fait. Okay. Donc en fait, aujourd'hui, un cabinet de CGP qui a envie de vraiment grossir très vite, mais sans trop se prendre la tête, il rachète d'autres cabinets. Il y en a assez peu qui arrivent vraiment, mais il y en a qui a vraiment à scaler juste avec, avec de la croissance organique. D'ailleurs, c'est un phénomène de concentration que on l'apprend à personne, qui est en train de frapper très fort le monde de la gestion de patrimoine en ce moment.
Ouais, mais tu vois, je m'étais posé la question, tu vois, par exemple, moi, j'ai rejoint l'UFF comment on appelle ça? En 2015, mais 2 ans avant, j'en avais jamais entendu parler. Je sais pas qui c'était. Pourtant, c'est une des plus vieilles banques. Alors, ils ont plus le statut de banque aujourd'hui, mais c'était un des plus vieux cabinets. Ils ont été créés en mai 68, hein, hasard du calendrier. Mais ils ont été créés en mai 68, personne ne les connaissait. Quelqu'un gagne, je dis une bêtise, quelqu'un gagne l'euro million demain, 200 millions d'euros. Son premier réflexe, ça va être banque privée, Société Générale, BNP ou éventuellement Rothschild. Mais si on leur demande ce que vous connaissez les grands cabinets de gestion de patrimoine ou les grands cabinets de family office, ils ne savent pas. Ouais. Il y a zéro marketing qui est fait. Parce qu'en fait, ils partent du principe que dès que quelqu'un devient riche, il arrête d'utiliser Google. Ce qui est entièrement faux. Non, souvent c'est des dirigeants, donc ils veulent avoir l'info vite. Et en général, on passe par le bouche à oreille qu'on n'a pas réussi à trouver par soi-même en ligne. Mhm. Et donc, j'imagine que ça nous amène naturellement à un autre canal d'acquisition que tu dois travailler très fort, c'est le SEO. Oui, on travaille pas mal le SEO. Alors c'est du boulot, hein, parce qu'il faut écrire les articles ou autre. Et aujourd'hui, c'est moi qui les rédige parce que comme c'est des articles parfois un peu techniques, je veux absolument qu'ils soient bien rédigés. Donc on travaille avec une super. On a déjà fait une première salve, mais en fait, il faut énormément d'articles pour que. Ouais. Et je commence à avoir de plus en plus de concurrents. À un moment, j'étais premier sur des mots-clés. Et là, du jour au lendemain, il y a Blast Club qui est passé devant. Alors, mais parce qu'ils ont une force de frappe beaucoup plus élevée pour faire du SEO. Parce qu'il y a les articles, parce qu'il y a les liens. Enfin, Oui, et surtout, ils peuvent faire du volume. C'est-à-dire qu'ils ont je pense qu'ils ont beaucoup plus de moyens que nous pour pondre 80 articles en un mois, je suis sûr. Ouais. Donc il y a ce canal d'acquisition, mais il y a un autre canal où on essaie de se positionner, on va voir si ça fonctionne. C'est l'équivalent du SEO, je ne sais plus comment on l'appelle, mais au niveau de Le LLM, le GEO. Voilà, c'est ça, de l'intelligence artificielle. Donc l'agence avec qui je travaille est très très en avance sur l'intelligence artificielle et a déjà construit ma stratégie éditoriale en fonction de ça, pour que je puisse également apparaître à terme en fonction des mots-clés sur l'intelligence artificielle, ChatGPT ou autre. Toi, tu l'utilises, l'IA? Ouais. Tu Déjà pour me brainstormer tout seul. Ouais. Des fois, alors, je suis très bon en maths, mais des fois, l'écriture, des fois, ça me gonfle, ou des fois, je ne sais pas forcément comment dire les choses, toujours de manière efficace. Donc, des fois, je m'aide de l'IA. Des fois, pour écrire un post. ChatGPT ou Ouais, alors, ChatGPT, mais comme l'agence SEO avec qui je travaille, pour la partie rédaction, m'a fortement incité à utiliser Claude. Ok. Qui serait un meilleur que GPT pour la partie purement rédactionnelle. Et des fois, quand je pêche à écrire un post, je lui demande qu'il me donne des petits conseils de copywriting. Voilà. Mais par contre, je m'inspire, mais je copie-colle jamais vraiment parce qu'il y a plein de tournures de phrases qui me plaisent pas. Mais ça me permet d'éviter de partir d'une page blanche. Ok. Et dans ton métier de tous les jours de family officer, est-ce que tu l'utilises, l'IA? Pour donner des conseils aux clients? Ou pour avoir peut-être pas un punching ball, mais pour avoir pour aller chercher des informations, pour avoir une vision un peu différente? Alors, si c'est pour aller chercher des informations techniques, la réponse est non, parce qu'il y a globalement, c'est souvent faux. Ok. Aujourd'hui, si je demande un conseil sur un client, ce sera tellement bourré d'erreurs que ça va pas le faire. Par contre, voilà, quand je veux chercher de l'information fiable sur déjà qu'est-ce qui pense du marché de la gestion de patrimoine, enfin, j'essaie de me challenger régulièrement sur mon positionnement. Après, on l'utilise pour quoi d'autre? Alors peut-être pour voir un petit peu ce qui se passe hors de France. C'est pas facile à voir comment se passe la gestion de patrimoine, par exemple aux États-Unis. En Angleterre, on sait que la profession s'est écroulée parce qu'ils ont interdit les rétrocessions. D'ailleurs, ça, c'est un autre débat qui me gonfle sur LinkedIn, c'est indépendant ou non indépendant, donc rétro ou honoraire. Voilà. Je sais pas si je voulais en parler pendant le podcast, mais non, mais c'est un débat que j'alimente avec plaisir parfois sur LinkedIn. Je vais expliquer pourquoi, alors pour que les gens comprennent en fait. En fait, ce que j'aime pas, c'est au niveau des indépendants. Donc les indépendants, ils sont indépendants au sens de la réglementation, donc ça veut dire qu'ils ont l'interdiction de toucher des honoraires, des rétrocessions. Bon, pas de problème. Moi, c'est un positionnement qui me va très bien. Leur argument, c'est comme on ne vend pas de produits, on est forcément objectif dans notre conseil. Bah non. On ne peut pas garantir une objectivité à partir du moment où on se fait payer pour un service. Ils ne vendent pas de produits, mais ils vendent des heures. Ou alors ils vendent leur conseil. Et aujourd'hui, rien ne prouve que le conseil qu'ils ont facturé 3 000 €, ils n'ont pas vendu une usine à gaz juste pour justifier les 3 000 € d'honoraires. Moi, j'ai déjà vu quand même un CGP qui a vendu 3 000 € d'honoraires pour dire aux clients de mettre 50 000 € dans une SCI à l'IS. Oui, mais tu ne peux quand même pas enlever que... je te donne un exemple qui est assez récent, parce que j'en ai parlé beaucoup sur les réseaux récemment. Il y a une SCPI que je vais pas citer parce que ça sert à rien, qui fait des rétrocoms de 9%. J'entends que l'homme est vertueux, etc., et qu'on tend tous à faire le bien autour de nous. Mais quand on est à 9%,
C'est-à-dire que je recommande un produit financier, je récup 9% de ce qui a été investi. Ouais. Il y a forcément des dérives qui vont arriver et des personnes qui vont pas être faire dans leurs recommandations, tu vois. Et Mais- pour le coup, je trouve que Je vais te répondre. c'est l'extrême, mais tu vois, il y a du mauvais des deux côtés. Et, sur les honoraires, il y a quand même un sujet où, au moins, si tu fais et les honoraires et la rétrocom, ça aligne les intérêts. Moi, j'aime bien l'idée d'alignement d'intérêts. Ouais, je suis d'accord. Et je pense que ça fait partie des solutions, tu vois. Rien n'est blanc ou noir, mais en tout cas, ça permet d'aller dans l'autre sens. Bah, quoi. je vais te dire ce que nous on fait, mais je suis d'accord avec toi. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt pour ceux qui sont rétro. Mais de dire parce qu'on est l'honoraire, on a une absence totale de conflit d'intérêt, c'est faux également. Mhm. C'est Ouais, ça que bien je suis sûr. en train de dire. Vous faites comment chez Result? Bah, c'est simple. Parce qu'en fait, par exemple, si je dis que je suis non indépendant, je dois être pour tous mes clients. C'est complètement débile, mais c'est comme ça. Donc en fait, nous, on est non indépendant. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a le droit de toucher des rétros, mais on n'en a absolument pas l'obligation. Donc je traduis. Quand on fait une lettre de mission pour un client, il y a 2 conditions pour toucher des rétros. Un, il faut être non indépendant. Mais surtout, il faut mettre dans la mission que la rémunération de la mission soit faire sous forme d'honoraire. Mais si tu indiques dans la lettre de mission que la rémunération, que sous forme de rétro, pardon. Mais si tu mets dans la lettre de mission que ta rémunération c'est exclusivement de l'honoraire, ta boîte non indépendant, tu n'as pas le droit de toucher des rétros. Et si tu les touches, tu es obligé de les reverser au client. Mhm. Donc en fait, on fait un truc très simple, on laisse le choix à nos clients. Honoraire ou rétro. C'est eux qui choisissent. Super Et intéressant. surtout, en plus, on leur donne la stratégie avant qu'ils choisissent le mode de rémunération. Ouais, très clair. Comme ça, pour leur montrer que peu importe ce qu'ils choisissent, de toute façon, on fera la même chose. Tu penses que c'est ça qui fait la différence Bah oui. chez Result versus les autres? Bah oui, tout à fait, oui. C'est absolument. On leur laisse le choix. J'ai jamais compris pourquoi celui qui était non indépendant ne laissait pas le choix au client. Parce que, en fait, à partir du moment où tu laisses le choix au client, il n'y a plus de débat. Alors sur l'aspect, est-ce que je vais aller sur les CPI à 9%? Moi demain, alors déjà, nous on fait plus des CPI. On n'a plus aucune confiance là-dessus, donc c'est terminé, on n'en fait plus déjà. Mais même si on en faisait toujours, une SCPI qui me rémunère 9%, je me dis qu'il y a un problème. Ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Si vous nous écoutez. Non, mais pour moi, ça sent pas bon. Mais peut-être qu'il y a un produit miracle, mais pour moi, ça ne sent pas bon. Et j'ai toujours privilégié. Ce qui est dur, c'est de trouver des clients. Donc, je préfère gagner moins, mais sur du long terme, plutôt vouloir maximiser aujourd'hui, avec le risque d'un turnover de 50%, être obligé à chaque fois d'aller trouver de nouveaux clients. Ça, c'est Super pas intéressant. possible. Par exemple, l'immobilier, tu sais, à une époque, voilà, les CGP vendaient du neuf. Il y a tout, il y a des choses très bien, il y a des choses moins bien. Mais une chose que je n'ai jamais vendue, c'est tout ce qui est neuf, de type, tu sais, logement étudiant, résidence de service. Je n'en ai jamais vendu un seul de ma vie, j'ai toujours refusé. Et pourtant, les coms, c'est là qu'elles sont les meilleures, hein, c'est 7%. Donc quand tu vends un bien 300 000 euros à 7% de com, tu te fais 21 000 euros. Mais je sais que dans 90% des cas, je vais planter mon client. Parce que je l'ai vu par expérience. Oui, parce que tu penses long terme. Oui, et puis la réputation, surtout. En plus, maintenant, on est quand même présent d'un point de vue, de grosse présence digitale. Donc la réputation, elle peut vite se dégrader. Mais de toute façon, c'est pas le gain, c'est garder les clients dans la durée. C'est ça qui fait le gain à terme. Bien sûr. Tu nous as parlé d'une innovation sur la communication avec une grosse prégnance de LinkedIn où Ouais. tu es très fort. Tu nous as parlé d'une innovation dans la façon de te rémunérer que tu proposes aux clients. Tu nous caches d'autres innovations sur Result ou... Innovation. En fait, je pense qu'on va accentuer, on va essayer de faire de plus en plus de marketing, on va essayer de se faire connaître de plus en plus. Je pense que même peut-être qu'à terme, il faut vraiment que j'ai le temps de le faire, mais peut-être que moi-même, j'animerai des podcasts où je ferai intervenir des personnes. Ça pourrait être intéressant, mais il faut du temps. Et actuellement, le temps, pour l'instant, on le consacre à nos clients, parce qu'on a quand même beaucoup de demandes aujourd'hui. Mais en termes d'innovation, Non, mais c'est très bien. C'est déjà pas mal Non, comme ça. Hein. Il y en a qui en apportent pas du tout sur le marché. Ce qu'on essaie de montrer aussi maintenant, c'est qu'on essaye, par exemple, si on va avoir des fonds de private equity à proposer à nos clients, on va essayer d'aligner notre rémunération, peu importe le fonds. Ok. Ça, on va le faire au maximum. Il y a même des fonds qu'on propose. On n'est même pas rémunéré sur les rétros, sur les encours, mais on les propose quand même aux clients. Parce que quand on voit le track record qu'ils ont, on sait qu'on on se coupe on se tire une balle dans le pied à court terme sur notre rémunération, mais on sait que derrière, on va gagner la confiance du client sur le long terme. Donc, on essaie d'avoir un alignement d'intérêt sur les rémunérations. Et notamment, dès que quelqu'un a 1 million à placer sur le côté, en fait, les CGP, on n'est pas gestionnaire d'actifs. Mais en général, pourquoi on le fait nous-mêmes? Parce que si on commence à mettre des mandats de gestion dans les contrats d'assurance vie, les frais explosent pour le client. Donc pour éviter que les frais explosent, les CGP font eux-mêmes la gestion d'actifs, mais à moins que le CGP ait un passé en salle de marché, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, on n'est pas des pros en gestion d'actifs. Donc par contre, à partir d'1 million d'euros, on peut aller commencer à discuter avec des grandes maisons. Et là, on a une maison avec qui on travaille. Ce qu'on adore chez eux, c'est qu'eux, ils facturent un certain mandat, par exemple 1%. Mais 1%, peu importe qu'ils aillent sur de l'obligataire, de l'ETF ou un fonds Rothschild.
Ok. Parce qu'ils ne sont rémunérés que par leur mandat de gestion et toutes les rétros qui peuvent éventuellement toucher par les fonds sont redonnés aux clients à la fin. Donc il y a un alignement d'intérêt parce qu'ils n'ont aucun fonds maison. Ils ne se rémunèrent vraiment que là-dessus. Et là, tu as Super. vraiment l'alignement d'intérêt à 100% pour le client. Et quand tu présentes, on a présenté un client ce matin, le client me dit je sais pas, on verra. Il les a vus au bout de 2 heures. Il fait quand est-ce que je peux souscrire? Et pourtant, on parle de 2 millions d'euros, hein. Ouais, bien sûr. Mais parce que ça a rassuré le client, en fait. Il y a un vrai alignement d'intérêt. Je pense que le sujet est là, hein. C'est vraiment le sujet de l'alignement d'intérêt Mmh. qui fait qu'un cabinet est vertueux ou pas. Mmh. Et je pense que pour ça, il faut tout simplement une impulsion du dirigeant qui a à cœur de bien faire son travail. Mmh. Et nous, tu vois, chez Next Gen Patrimoine, c'est vraiment ces gens-là qu'on essaie de réunir, tout simplement tous ceux qui ont à cœur de bien faire leur travail. Pour finir, j'aimerais revenir une dernière fois sur ta zone de génie qui est LinkedIn. Si demain tu devais donner un dernier conseil à un CGP qui nous écoute, qui veut se lancer sur LinkedIn et qui se dit je veux faire comme Régis, qu'est-ce que tu lui dis? Alors, je pense qu'il y a des gens plus brillants que moi déjà sur LinkedIn, hein. Je marche bien, mais il y a bien meilleur que moi, hein, encore une fois. Alors, déjà, il faut publier sur ce qu'on connaît. Donc, si on ne connaît pas, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour se former. Voilà. Donc, il faut publier sur ce qu'on connaît, mais il faut surtout, en fait, faut être différent. Il faut publier sur des choses que d'autres ne connaissent pas. Par exemple, moi, j'étais un des seuls à parler rémunération des dirigeants. Je ne suis pas le seul à le connaître, mais j'étais le seul à publier dessus. Ouais. Moi, ça m'a fait. Bon, il y en a de plus en plus qui y vont. Aujourd'hui, tu vois, il y a peut-être autre chose sur lequel tu pourras aller, mais voilà, personne ne va publier sur la partie droit international, par exemple. Tu vois, fiscalité internationale ou autre chose. Parce que quand quelqu'un s'expatrie, on regarde la partie fiscale, mais on ne regarde pas la partie civile. Pourtant, c'est assez passionnant. Bon, par contre, même chose, il faut se former. Donc, il faut trouver un angle d'attaque où on se démarque des autres. Si pour parler assurance vie et CPI, vous êtes juste le centième qui Ouais. parle de ça aujourd'hui. Ou alors, si vraiment vous voulez être spécialisé d'assurance vie, il faut aller sur quelque chose de très particulier. Ok. Voilà. Super intéressant. Je pense que vous avez compris. Et surtout, la régularité. C'est faire du volume, ne jamais lâcher. Et après, ils peuvent tester des angles d'attaque. Si à un moment, il y a une angle d'attaque qui fonctionne, il faut marteler, il faut y aller. Démarquez-vous de manière régulière. Voilà. C'est le mot de la fin. Mais pour se démarquer, il faut bien construire son offre. Et franchement, le livre dont je t'ai parlé, l'offre à 100 millions de dollars d'Alex Hormozy, il faut absolument lire ce livre parce qu'il y a plein de bon sens pour construire une offre. C'est Voilà. des super conseils. Merci beaucoup, Régis. Merci d'être venu et d'avoir donné de ton temps pour Merci aider de m'avoir peut-être des CGP qui nous regardent et qui veulent se lancer, qui veulent faire comme toi. Merci, bravo pour ton professionnalisme et Merci pour tout ce beaucoup. que tu fais.